podcast numéro 6. Marc-Henri, bonjour. Bonjour à tous. D'habitude, tu me dis bonjour. Bonjour Rodolphe. Rod. Alors, ce 6e podcast Océan Sea Live a comme intitulé l'eau molécule de l'esprit. C'est l'appellation exacte? Oui, c'est ça. On va parler de l'eau et de l'esprit, oui. Et on va consacrer tout un podcast à Seconds of Eternity, puisqu'il y en a 52 et qu'au moment où on parle et qu'on enregistre ce podcast, une version reliée, pourrait-on dire, va être mise en ligne au moment où on enregistre ce podcast. Et donc c'est pour nous l'occasion, puisque Seconds of Eternity, on va en faire une présentation. On en fera une présentation. Je vais en faire une toute petite présentation qui est une combinaison entre le travail artistique et le travail scientifique. Voilà. Comment, en s'appuyant sur un travail scientifique rigoureux, même si c'est pas tous les Seconds of Eternity qui ont comme base une connaissance scientifique, mais en tout cas qui s'appuie sur un travail scientifique concernant l'eau, et bien comment on peut allier ces deux travails-là et en faire quelque chose d'accessible, de comestible, devrais-je dire. Et Seconds of Eternity en est une parfaite illustration d'une collaboration, et là pour le coup entre Marc-Henri et puis donc moi-même. Hein. Qu'est-ce que tu aurais une petite phrase à dire par rapport à Seconds of Eternity, puis après on enchaînera avec ce sujet qui colle très très bien avec le podcast numéro 5 consacré au vide, où déjà on évoquait déjà le vide, l'ego, et puis Seconds of Eternity, Marc. Oui, donc Seconds of Eternity met en images et en son de la science. Et ça, c'est pas fréquent, justement, qu'un message scientifique soit passé sous forme sonore et visuelle, mais pas comme un documentaire scientifique, comme on a l'habitude d'en voir. Il y a vraiment un message là derrière qui est passé sous une forme artistique et qui a un fond scientifique qui est pas courant. Et donc c'est ce qui est intéressant justement dans tout ce travail, c'est d'essayer justement de ne plus faire la frontière entre les deux. Et je rajouterai à ce que tu dis, c'est que que l'aspect donc au moment où on vous parle, il est en train de pleuvoir justement. Il y a notre copine manifeste. Là, juste au moment où on a commencé le podcast, l'eau s'est manifestée sous sa forme classique qu'on appelle la pluie, comme pour dire qu'elle était avec nous, quoi. Et pour compléter ce que tu dis par rapport à Seconds of Eternity, effectivement, c'est de montrer cette possibilité de collaborer ensemble et puis rendre accessible cette connaissance scientifique. C'est pas de la collaboration, justement. Le terme exact, c'est osmose. C'est-à-dire que dans la collaboration, il y a une comment dirais-je, une volonté de part et d'autre de faire quelque chose. Alors que dans l'osmose, il n'y a pas de volonté. Les choses se font naturellement. Et justement, Seconds of Eternity, il n'y a pas eu de calcul, de projection, on n'a pas réfléchi à comment on allait faire ça. Ça s'est fait naturellement. Et les cohérences arrivent après. Sur le moment, on ne sait pas ce qu'on fait. Mais ce n'est qu'après qu'on prend conscience de ce qui... Et c'est pour ça que c'est un mariage entre art et science, bien sûr, mais c'est pas non plus ce qu'on entend généralement par
une émission, par exemple, où on fait venir des artistes et des scientifiques qui se confrontent, parce que tout ça, c'est préparé, alors que là, il n'y a vraiment rien de préparé, quoi. C'est du spontané à l'état brut. Bon, bah écoute, j'ai rien à rajouter, c'est exactement... c'est vrai que c'est vraiment dû au hasard, et puis bon, voilà, bah alors donc on va commencer par le premier sujet, la première partie donc de ce podcast, concernant l'eau étant la molécule de l'esprit. Alors vas-y, dis-nous-en un tout petit peu plus. Oui, donc on a beaucoup parlé de l'eau, et j'ai rencontré il y a 2-3 ans, oui, un scientifique qui travaille sur ce qu'on appelle l'imagerie par RMN. Donc c'est quelqu'un qui fait des expériences avec des personnes dans un scanner, mais pas un scanner en rayons X, un scanner en résonance magnétique nucléaire. Donc on fait de la visualisation de comment fonctionne le cerveau. Grosso modo, on met les gens dans un champ magnétique. L'eau est faite d'hydrogène. L'hydrogène possède un spin qui, dans un champ magnétique, prend des états énergétiques différents. On excite ces spins donc via un champ radiofréquence et on regarde comment ils reviennent à l'équilibre. Et avec tout ça, on peut étudier l'activité du cerveau. Ce qui est intéressant avec la technique, c'est qu'on étudie un cerveau vivant. On n'étudie pas un cerveau mort. Donc, on peut par exemple demander à quelqu'un de penser, d'avoir une pensée. Et on a une machine donc qui enregistre des images de ce qui se passe au niveau du cerveau. Et ce qui est intéressant dans la technique, donc elle est développée par le CEVA, donc la personne s'appelle Denis Le Bihan, personne qui fait ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a une résolution qui est à l'échelle d'un neurone. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la technique est tellement sophistiquée qu'on peut, dans tout le fatras de neurones qu'il y a dans la tête, on peut savoir ce qui se passe au niveau d'un neurone. Et donc, c'est ce qu'il a publié dans ses travaux. Moi, j'ai eu l'occasion de l'écouter en conférence, mais il y a aussi, je crois, sur le net, on peut avoir c'est pas des podcasts, mais c'est aussi des fichiers MP3 qu'on peut écouter, ces conférences sur le net. Et ce que j'ai retenu donc de tout ça, c'est que donc, quand on regarde l'activité cérébrale, non pas de façon globale, mais à l'échelle d'un neurone, on s'aperçoit que quand les personnes ont des pensées, et je pense qu'on a tous des pensées, des images qui nous traversent la tête, où on réfléchit à des choses, il y a évidemment une activité électrique qui est associée à cette pensée cérébrale. Et cette activité électrique, on la connaît bien, puisque ça s'appelle l'encéphalogramme. Donc c'est les électrodes qu'on met sur les têtes des gens, et puis on enregistre donc les fameuses ondes alpha, bêta, gamma, delta, suivant les états de veille, de sommeil. Enfin bon, il y a toute une neurophysiologie du cerveau qui est maintenant bien explorée depuis 30-40 ans. Ce qui est nouveau avec l'imagerie par résonance magnétique, c'est comme on a la résolution d'un neurone, on peut étudier ce qui se passe au niveau, donc on isole un neurone dans le cerveau et puis on regarde. Et donc ce que la personne a vu, c'est que, bon, pour les gens qui écoutent le podcast, c'est pas une surprise, hein, on est fait d'eau. Et le cerveau, en plus, bon, on sait qu'on a toujours dit, on a fait un 70% en masse d'eau, qui correspond à 99% en nombre, donc comme on l'a dit, mais le cerveau, c'est plutôt 90% en masse. Alors, excuse-moi, 99, quand tu dis en nombre, c'est en nombre de molécules. Oui, en nombre d'objets, enfin, on peut appeler des molécules, mais disons que si on compte les objets dans la cellule, on a 99% d'objets qui sont de l'eau, indépendamment de leur masse et de leur taille. Mais ça, c'est pour 70%. Sachant que le cerveau est à 90% fait d'eau, on imagine que dans le cerveau, c'est pas 89% en nombre, mais 999 ou 999 000, on arrive à des chiffres où le cerveau, finalement, c'est vraiment que de l'eau, quoi. Si on y réfléchit bien, avec un peu de graisse pour pas que cette eau s'écoule, justement, c'est l'eau interfaciale. Et donc, ce qu'a découvert cette personne, qui, moi, m'a fait tilt quand j'ai écouté sa conférence la première fois, c'est que la première chose qu'on observe quand une pensée arrive dans le cerveau, c'est que le neurone absorbe de l'eau. Le neurone boit.
Évidemment, nous, on boit un verre, mais le neurone, lui, il est entouré d'eau. Et des expériences montrent qu'il y a 2 types d'eau dans le cerveau. Une eau qui a un certain temps de relaxation, une eau qui a un temps de relaxation qui est différente. Donc on peut définir 2 poules d'eau. Et ce qu'on voit, c'est que dès qu'il y a une pensée, il y a une eau qui est entre guillemets libre. Disons qu'il y a un temps de relaxation qui est plus court que l'eau, une autre eau, et on voit cette eau qui diminue, qui rentre dans le neurone, qui l'hydrate, quoi. Et donc ça, c'est assez amusant de savoir que la première chose qui se passe biologiquement, quand on a une pensée, c'est qu'on commence par boire, au niveau neuronal, hein, pas au niveau de l'estomac. Et donc, le scientifique Denis Le Bihan dit que l'eau est la molécule de l'esprit. Il appelle ses articles le cerveau humide, le cerveau mouillé, puisqu'en fait, il semblerait que c'est vraiment l'eau qui génère la pensée, quoi, qui est à la base de ce mécanisme qui fait qu'on pense, qu'on réfléchit, qu'on a toute cette activité intellectuelle, est associée à une hydratation. Avant même d'être un phénomène électrique. L'électrique arrive après. C'est une conséquence de l'hydratation. Donc je trouve que c'est assez intéressant dans ce podcast, enfin plutôt dans ces podcasts, où on parle beaucoup d'eau, de terminer justement par le cerveau, quoi, qui est quand même un organe extrêmement compliqué et qui semblerait être donc un ordinateur. J'aime pas beaucoup cette image du cerveau ordinateur, parce que c'est pas vraiment comme ça, mais c'est une flaque d'eau qui pense, quoi. C'est un drôle de résumé, oui. Oui, mais c'est la réalité, quoi. Alors en fait, c'est une flaque d'eau avec des structures. Il y a de l'eau qui forme ce qu'on appelle des poules, des flaques. L'eau qui, comme on l'a vu, est interfaciale, fortement associée aux graisses et aux protéines. Et puis il y a tout un mouvement entre cette eau en flaque et cette eau interfaciale, qui est ce mouvement qui se traduit par la pensée humaine. Alors ce qui est évidemment intéressant dans ce que tu évoques, parce que je le découvre en même temps que ceux qui écoutent là, c'est que on le voit d'ailleurs dans Seconds of Eternity, où on le voit dans notre vie dans tous les jours, hein, la problématique par rapport à la pensée et qu'est-ce qui découle de cette problématique-là. C'est-à-dire que il y a l'eau au départ et il y a l'eau à l'arrivée, en fait. Il y a l'eau qui est, comme il est dit d'ailleurs dans un Seconds of Eternity, pour d'autres raisons, l'eau est partout. Oui, l'eau est partout, et ça, bon, pour ceux qui sont un peu mathématiciens, ça doit faire quand même tout de suite tilt dans leur esprit. Puisque si c'est l'eau qui est responsable de l'activité cérébrale, pensante, du fait qu'on est ce qu'on est, qu'on réfléchit, à ce moment-là, ça soulève donc le fameux théorème de Gödel. Nous sommes des systèmes qui sont autoréférents. C'est-à-dire que quand on pense, c'est l'eau qui s'adresse à l'eau. Et à ce moment-là, bon, tous les mathématiciens savent que dans cette situation où le système s'interroge sur lui-même en tant qu'élément, apparaît des contradictions dans la logique formelle. C'est-à-dire que la logique telle qu'on la connaît, 0, 1, le binaire, je suis, je ne suis pas, je suis une chose ou autre chose, ne peut pas être les deux à la fois, cette logique s'effondre. Si on autorise ces boucles, c'est-à-dire que si le système qui est de l'eau commence à se poser la question, qu'est-ce qu'est de l'eau ? C'est là où on rentre dans une notion où les mathématiques nous disent clairement qu'on est sur un terrain où la logique binaire numérique booléenne ne s'applique plus. C'est-à-dire qu'une chose peut être à la fois elle-même et son complémentaire ou son inverse. Ce qui, pour un esprit très cartésien, est incompréhensible. On ne peut pas être à la fois une table et pas une table. Cette logique-là, on l'a tellement en nous, mais il faut savoir que cette notion qu'une table est une table et pas une non-table est enracinée dans le fait qu'on ne peut pas se référer à soi-même sur un point de vue logique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un intérieur, un extérieur, et qu'on puisse faire la distinction. Si on ne peut pas faire la distinction,
tous ces raisonnements binaires et logiques s'effondrent. Et si tous ces raisonnements binaires et logiques s'effondrent, toute la pensée humaine s'effondre, toute la mathématique s'effondre, toute la connaissance s'effondre, parce qu'elle est basée, in fine, sur cette distinction justement entre l'observateur, l'observé, c'est toute la science qui fait ça. Il n'y a pas de science s'il n'y a pas un observateur. Si l'observateur fait partie du système observé, la science ne sait plus quoi faire. Et c'est là où, justement, on rentre dans la dimension de l'eau. Et c'est là où c'est, comme la science, disons, rend les armes, les vaincus. C'est là où Second of Eternity peut amener des choses. Parce que, comme c'est l'image et le son, qui ne sont pas ce sont des choses qui fonctionnent de façon globale et pas justement dans une logique binaire, on peut continuer à avoir des réponses par ce biais-là. C'est en ça que c'est intéressant donc d'avoir bien sûr la connaissance scientifique, c'est quelque chose d'indispensable, mais d'avoir aussi tout ce travail en termes d'image et de son, pour que quand on atteigne les limites du raisonnement binaire, on puisse continuer à comprendre ce qu'est la chose. Et de lâcher la connaissance. Non, pas lâcher, c'est une autre forme, c'est toujours de la connaissance, mais c'est plus la connaissance au sens où on l'entend, connaissance scientifique basée sur un raisonnement logique et binaire, booléen. C'est une autre forme de connaissance. Alors, est-ce qu'il faut garder le même terme? Je ne sais pas. Mais il y a quand même aussi une connaissance. D'ailleurs, si vous regardez Second of Eternity, vous allez quand même être traversé par des informations. Donc, il y a de la connaissance. Alors, est-ce que cette connaissance, justement, c'est de l'information qui est dans le vide, comme on a eu l'occasion de le dire. Ce n'est pas de l'information qui est dans la matière. Mais il y a quand même une forme de connaissance. Donc ça, je te laisse trouver un mot plus adapté que le mot connaissance qui pour Rodolphe, fait écho à certains aspects qui sont quand même aussi abordés dans Second of Eternity, justement, sur le montage qu'on a essayé de faire. On part de l'eau liquide pour arriver à l'eau interfaciale, pour arriver à l'ego. Et il y a c'est vrai, une certaine forme de connaissance qui est associée à la notion de je suis, ego. Ego, finalement, il faut quand même savoir qu'en latin, ça veut dire je suis. C'est la traduction française du mot ego. Je suis. Et à partir du moment où on dit je suis, c'est clair qu'on n'est plus dans l'eau. Et d'ailleurs, c'est un peu le destin de chaque être humain, c'est-à-dire de passer par ce je suis pour redevenir, pour se rediluer finalement, puisqu'on arrive dilué, on passe par le je. C'est toute l'image du X On va l'évoquer, ce X, parce qu'on en a parlé dans le 5e podcast sans aller un peu plus loin. Et puis en plus, dernièrement, on s'était demandé d'ailleurs pourquoi finalement enfin moi je me posais la question pourquoi le X apparaît d'ailleurs dans des formules mathématiques comme étant l'inconnu. Donc déjà l'inconnu, X, et puis Marc, tu as une réponse par rapport à ça. Donc en fait, pourquoi le X est intervenu? Parce que le X représente aussi tout simplement l'être humain, l'eau, qui est représenté chamaniquement parlant. Je ne sais pas si on peut dire ce mot. Mais chez les chamans, ils représentent l'eau non pas par un X, mais par deux triangles inversés, on va dire, qui représentent donc un vortex. Et puis, quand on regarde un être humain, eh bien, ça peut représenter aussi un être humain, c'est-à-dire qu'il a les jambes écartées, et puis les bras écartés et levés vers le ciel. Donc on retrouve encore cette histoire de vortex, et puis on trouve ce X. Et à y réfléchir, donc il y a une trilogie de mots qui interviennent d'ailleurs. J'en ai mis sur le site et qui résume très bien le travail que je fais par rapport à ça, qui serait l'eau, l'ego, l'amour. Donc l'ego correspondant au point de jonction qu'il y a dans le X, l'ego l'eau qui serait le point de départ de chaque être humain, et on le vérifie que ce soit dans Second of Eternity ou même
sans être dans de la philosophie ou qu'est-ce ou quoi, hein, ça n'a rien à voir, avec la philosophie, il n'y a rien à voir avec aucune connaissance. Il y a juste à interroger notre mère, voire à regarder un peu et à s'intéresser un peu de là où on vient. On vient d'un ventre de femme. Nos premiers pas, entre guillemets, si j'ose dire, sur notre vie terrestre, et on la commence dans l'eau, hein, dans le ventre d'une femme pendant 9 mois. 7 mois pour d'autres qui viendraient avant terme, mais sinon, généralement, c'est 9 mois. Donc on commence notre aventure sur Terre dans l'eau. Et c'est quand même pas pendant 2 semaines, hein, c'est pendant 9 mois, l'air de rien. Je me suis aussi renseigné comme quoi nous avions même des branchies à l'intérieur de... Je ne sais pas si tu t'en sais un peu plus, Marc, mais nous avons des branchies à l'intérieur du ventre quand on est dans le ventre de notre mère. Oui, ça c'est classique. Bon, quand on regarde un embryon, de toute façon au départ, quand le spermatozoïde féconde l'ovule, qu'est-ce qu'on a? On a un 0. On a un rond. L'ovule est ronde, le spermatozoïde est une flèche, la flèche rentre dans la cible, elle disparaît, elle est absorbée par la cible. C'est ce qui se passe, c'est la première chose qu'on voit. Et au temps t égale 0, on voit donc une sphère. 0. Symbole de la sphère. Ensuite, cette sphère, comme elle a quand même été pénétrée par une flèche, ne peut pas rester dans cet état-là, justement. Donc on va voir qu'elle va prendre une forme asymétrique. Il va y avoir des directions qui apparaissent, qui sont privilégiées. Donc les directions, les premières qui apparaissent, je crois, ce sont les directions dessus-dessous. Ce sont celles qui définissent un plan, donc c'est-à-dire que la sphère devient un plan. Pour ceux qui ont suivi le podcast sur la topologie, tout le monde sait qu'il y a eu une transformation irréversible puisque la sphère n'a pas de trou alors que le plan en a un, même si ce n'est pas forcément évident, mais les topologistes avertis maintenant le savent. Donc ce plan définit un dessus, un dessous, et ensuite il va s'enrouler sur lui-même pour faire une colonne vertébrale. Et il y a toute une succession d'étapes, et quand on regarde ces toutes premières étapes, qu'on prenne un embryon de poisson, de souris, d'éléphant, de tout ce qui est vivant, c'est toujours la même forme, quoi. Il n'y a pas de différenciation. On est tous, au départ, alors sûrement des poissons, quoi, ou des choses qui sont apparentées à des embryons de poissons. Donc bien sûr que pour vivre dans l'eau, on a besoin de respirer, donc on doit avoir des branchies qui vont ensuite disparaître. C'est-à-dire qu'on ne les a plus. Mais c'est sûr qu'on les a eues à un moment donné pour pouvoir vivre dans ce milieu aquatique. Et progressivement, elles vont disparaître, elles vont s'atrophier pour laisser place, je crois que c'est aux oreilles en fait. Il n'y a qu'au départ, on a les branchies qui sont au niveau des oreilles. Et puis ensuite, ces branchies se transforment justement dans ce qu'on appelle l'oreille. Parce qu'après, on va être des êtres aériens, donc on va avoir besoin de ces choses-là. Donc oui, ça, c'est clair qu'il y a on reproduit dans le ventre de la mère, on reproduit toute la séquence d'évolution de la vie. Ça, c'est pas un scoop, c'est écrit depuis des années dans tous les livres d'embryologie. Les gens avaient été frappés par ça dès le départ, quoi, cette similitude de tous les êtres vivants à l'instant t égale 0, il n'y a aucune différenciation. Tous les êtres vivants sont une boule, une sphère. Et puis après, ce n'est que le temps qui passe qui va faire qu'on va faire un éléphant, une girafe, une bactérie. Mais au départ, on est tous les mêmes, quoi. La vie n'a qu'une seule forme initiale. Ensuite, c'est de la perte de symétrie en fonction du type d'information qui traverse l'organisme, qui va faire qu'on va évoluer vers des formes plus complexes. Donc si on revient sur la forme en X qui caractérise... Ah ben vas-y. Alors, je vais rebondir en plus par rapport à ce que tu dis, parce que ayant fait, ça c'est le film que je vous conseille de voir, peut-être après Seconds of Eternity d'ailleurs, qui est The Experience Being Water, inspiré directement par Theodor Schwenk, et dans son livre Le Chaos Sensible, que je conseille aux gens qui seraient passionnés par le sujet de l'eau, eh bien, il faut savoir, pour rebondir à ce que tu dis, Marc,
effectivement, en plus, les oreilles, ça prend une forme de vortex. C'est quelque chose qui s'enroule avec un centre, etc. Et Theodor Schwenk, dans son livre, montre très très bien la similitude entre, par exemple, un escargot, enfin la forme de la coquille d'un escargot, enfin de cette forme de vortex, et on retrouve ça dans l'oreille. Donc je trouve ça intéressant par rapport à ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire que les bronchies, visiblement, prendraient cette place-là, et tout d'un coup, ça devient des oreilles par rapport à tout ce que tu dis. Donc il y aurait encore plus cette similitude par rapport au vortex. Alors là, moi, je voulais en venir, et après, je te laisserai la parole par rapport justement à ce X, qui a cette trilogie de mots, alors que moi, j'ai résumé en 3 mots par rapport, à force de travailler sur l'eau, ça fait quand même maintenant, ça fait plus de 2 ans maintenant que je travaille sur l'eau, et que les 3 mots qui m'apparaissent les plus, qui correspondent à vraiment au destin que de l'homme, et enfin, quand je dis de l'homme, c'est de l'être humain, et donc a posteriori de l'humanité, c'est l'eau, puisque tout démarre de l'eau, notre corps reste de l'eau, l'ego, l'amour. Voilà. Et on tend tous vers ça. Et aujourd'hui, on en est à dépasser l'ego, donc à dépasser la connaissance, parce qu'il y a une autre trilogie de mots qui est très intéressant, que je trouve très similaire, qui serait l'ignorance, la connaissance, la sagesse. Voilà. Donc, et on retrouve, et là, je vais te redonner le micro, Marc, par rapport à ce fameux X, où vous avez, si vous dessinez un X, ou en tout cas imaginez un X, donc vous avez ce X qui part avec un angle qui part vers le bas, on pourrait dire ça comme ça d'une certaine manière, une sorte de angle d'ouverture dirigé vers le bas, qui serait l'ignorance, et plus on monte, plus on va vers un point qu'on pourrait symboliser par la connaissance ou par l'ego, qui est nécessaire d'ailleurs. Et ensuite, un angle, ou en tout cas peut-être que tu le diras peut-être mieux que moi, puisque toi tu abordes plus ces histoires d'angles avec tes configurations de molécules, où vous avez après donc la même chose, mais portée vers le haut, vers le ciel, vers l'éthérique, enfin bref, voilà. Et donc j'ai posé la question tout à l'heure à Marc, pas pendant le podcast, mais pendant que nous parlions sur la fabrication de ce podcast. Une intégration qui m'est venue, c'est que finalement, je suis pas un mathématicien, mais j'ai fait le lycée comme beaucoup de personnes, et je me souviens que dans la plupart des équations mathématiques apparaît le X, et mon interrogation débouchait sur finalement pourquoi on utilise le X. Est-ce qu'il y aurait une similitude entre ça et donc entre ce que je suis en train de dire par rapport à cette trilogie de mots et ce X qui pourrait symboliser aussi le vortex, etc. Et puis donc Marc m'a donné des éléments de réponse sans être dans l'affirmatif, mais qui peuvent nous alimenter encore et nous donner des informations, et puis du pourquoi du X. Voilà. Marc ? Oui, donc le X, on le retrouve un petit peu de partout. Donc déjà, le mieux, maintenant, les gens qui me connaissent vont pas être surpris, c'est de partir de la topologie. Donc le X est une forme topologique, puisqu'elle est formée d'angles. Et qu'un angle est le même, quelle que soit la taille. Donc déjà, quand on écrit la lettre X, avec des formes anguleuses, il faut savoir que les lettres sont déjà une expression de la topologie. Et pour ceux qui ont suivi le podcast sur le vide, la topologie, les lettres se comptent par nombre entier. Donc on retrouve dans la succession des lettres une autre forme d'expression que dans la succession des chiffres. Mais c'est un petit peu la même idée. Chaque lettre a un contenu topologique qui est donné par son graphisme. Donc si on prend le cas de la lettre X, effectivement, c'est une lettre qui est très très particulière sur le plan topologique, parce qu'elle est formée finalement de 4 angles.
qui sont parfaitement équivalents. Si vous tournez un X sur lui-même, il reste X. Ce qui n'est pas le cas des autres lettres. Les autres lettres, à part le O, qui elle symbolise vraiment le rond, le X a cette particularité que si on le tourne 4 fois sur lui-même, on ne change pas sa forme. Donc ça, il y a déjà quelque chose d'intéressant qui est là derrière. Ensuite, sur un plan symbolique, le triangle qui monte vers le haut est évidemment un aspect masculin. Le triangle qui est ouvert vers l'extérieur, c'est un aspect féminin. Et donc le X juxtapose les deux. Et donc symbolise l'union du masculin et du féminin. C'est-à-dire c'est la lettre hermaphrodite. C'est le couple, c'est l'accouplement. Ce qui n'est peut-être pas un hasard, pourquoi dans les films dits pornographiques, on met un X, parce que les films pornographiques ont pour but d'amener le voyeur à regarder l'accouplement d'un être masculin et d'un être féminin. Et la lettre X a ça écrit en elle. Un autre point qu'on peut voir, c'est ce que tu évoquais, c'est qu'un être humain, c'est très facile de faire un X, il suffit d'écarter les jambes et les bras. Et on définit un X à tel point que c'est ce qu'utilisaient les anciens, ça s'appelle la croix de Saint-André. Quand on voulait supplicier quelqu'un, on lui attache les bras en croix sur un X, justement pour que son corps soit offert et exposé et qu'il n'y ait aucune résistance. Donc c'est aussi à la fois un symbole de souffrance, la crucifixion, j'accepte d'être... je n'offre aucune résistance à l'extérieur, puisque je suis pieds et poings liés sur la croix. Donc c'est une façon de souffrir, évidemment, mais c'est aussi une façon de se dépasser. Donc c'est les deux symbolismes qu'il y a dans la fameuse croix de Saint-André, souffrance et transfiguration. Il faut se crucifier pour accepter d'évoluer. Si on ne fait pas ça, on n'évoluera pas. Ce qui suppose une certaine souffrance. Parce qu'on n'évolue pas de façon spontanée. Hein, et souvent, c'est l'extérieur. Donc il y a dans le X aussi cette souffrance qui est inscrite. On va retrouver dans le X donc l'aspect masculin, féminin, les angles qui sont topologiquement invariants. Donc ce qui fait que ce X, on va le retrouver aussi bien dans les aquaporines. C'est-à-dire que l'eau, pour entrer dans une cellule, doit passer par un X. Une aquaporine a la forme d'un X. Il y a de l'eau qui a une certaine structure en milieu extracellulaire, elle a une certaine structure en milieu intracellulaire et elle doit passer par ce point où les deux triangles se rencontrent pour pouvoir passer du milieu extracellulaire au milieu intracellulaire. Et ce faisant, elle doit... on va retrouver la pornographie ou le sexe et elle doit se déshabiller pour faire ça. Elle ne peut pas rentrer avec tout son cortège d'autres molécules qui l'entourent, elle est obligée de passer toute nue à travers ce canal. Donc on va retrouver toujours cette notion du X, ce point de concentrement où on doit passer tout nu pour passer d'un système qui est... Alors tout dépend comment on le regarde, hein, si on le regarde de bas en haut, d'un système qui est convergent à un système qui est divergent, ou du haut vers le bas, c'est-à-dire que je suis dans un espace et je veux me matérialiser. Donc je vais devoir passer par ce X aussi pour aller soit dans un sens, soit dans l'autre. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses. Si on regarde toujours par rapport à... Mais ça, c'est en relation avec, évidemment, les secondes of eternity. Donc le X, finalement, quand j'écarte les bras et les jambes, j'ai une forme de X. Mais où se trouve la tête ? Elle n'est pas dans les bras et dans les jambes, elle est justement entre, elle est dans le creux, donc dans le vide. Et on la représente par un 0. Et ce qui est intéressant dans le X, c'est qu'il y a les branches qui définissent donc ces aspects triangulaires, masculins, féminins, mais il y a aussi tous les vides, il y en a 4. Il y a 4 vides qui sont associés. Et c'est là où on va mettre la tête. On ne va pas la mettre dans les bras ou dans les jambes, qui ne sont que des moyens pour faire du mouvement. La tête, elle, est dans le vide qui est généré par ces branches. Donc ça, c'est un autre aspect. Encore un autre aspect qui est intéressant dans le X, c'est que finalement, si vous écartez les bras, si vous écartez les jambes, c'est évident qu'elles se rencontrent au niveau de votre sexe.
tout le monde peut en faire l'expérience. Vous écartez les jambes, qu'est-ce qu'il y a au milieu? Il y a le zizi ou le vagin. Mais si vous écartez les bras, si vous réfléchissez, eux aussi vont converger, mais ils sont arrêtés par le tronc. Mais si par la pensée vous prolongez les directions, parce qu'on est dans la topologie, on n'est pas dans la métrique, donc on ne va pas se laisser arrêter par ce cylindre, ce tube qui est le tronc, on va se prolonger. L'angle des bras va évidemment rencontrer l'angle des jambes en un point très particulier qui est le sexe. Donc ce point de convergence par où il faut passer, c'est aussi le sexe. Donc on voit que X, il y a quand même beaucoup de choses là derrière. Pour en revenir aux mathématiques, donc ça je ne savais pas, là, parce que c'est Rodolphe qui m'a posé la question donc, ce matin. Donc je suis allé un petit peu glaner sur Internet et j'ai trouvé que le X était symbolisé en mathématiques, symbolisait l'inconnu. Alors c'est amusant. C'est qu'il y a des gens qui écrivent inconnu avec un U et des gens qui écrivent l'inconnu avec un E. C'est quoi l'inconnu? C'est E ou masculin, féminin? Déjà, on ne sait pas très bien. On va prendre E parce que ça fait plus joli pour un homme. Et ce qu'on trouve donc sur Wikipédia, c'est que c'est Descartes qui aurait introduit le X en mathématiques. Alors bon, moi j'aime pas beaucoup Descartes. Je trouve qu'il nous a plutôt emmenés sur des voies qui sont pas très productives. Si on veut mettre l'ego en valeur, on prend Descartes. Donc en creusant un petit peu sur Internet, on va quand même trouver que Descartes finalement n'a rien inventé, ce qui n'est pas surprenant. Et qui semblerait donc que le X ait en fait été introduit par un mathématicien arabe, qui là aussi n'est pas surprenant, puisque le mot algèbre, il faut savoir que les équations, la science des équations s'appelle l'algèbre sur le plan mathématique, et que algèbre dérive de aljabre, qui est un mot arabe, qui veut dire écrire et essayer de transformer les choses pour essayer de résoudre des équations. Et ce fameux mot aljabre qui a donné algèbre a été introduit par un mathématicien arabe qui s'appelait Al-Khawarizmi. Si je ne déforme pas son nom, mais comme je ne suis pas arabe, c'est très difficile pour moi de le prononcer. Donc c'est un mathématicien qui a vécu au 8e siècle et qui a donc s'est intéressé aux équations algébriques et qui utilisait donc le X partout dans ses équations avec un X donc qui symbolisait la chose pour lui en arabe. Alors là encore, je ne parle pas l'arabe, donc c'est Sey ou Reis qui a donné Ré en espagnol, qui commençait par un X, et en espagnol, le X se prononce Re. Et donc, c'est comme ça qu'on est arrivé finalement à peut-être, quand les morts sont remontés en France, Descartes, au passage, a piqué le X pour le mettre dans ses traités de mathématiques. Donc il semblerait que le X, au sens symbole mathématique de l'inconnu, remonte donc à ce mathématicien arabe du 8e siècle, Al-Khawarizmi, qui a donc fondé l'algèbre. Alors Al-Khawarizmi a donné aussi, j'ai vu ça sur Internet, algorithme. C'est une déformation en fait de son nom, algorithme. Ça vient de là. Donc on voit que le X symbolise l'inconnu, et de là, évidemment, vient dès qu'on a l'inconnu, on a la peur. Et qui dit la peur, on a l'innommable, l'inquiétant, le sexe, évidemment. Donc on retombe sur toute la... Donc il y a une conjonction, les mathématiques n'ont fait que rajouter une couche supplémentaire de symbolisme sur quelque chose qui était déjà bien ancré dans ce X. Voilà, donc ça fait beaucoup pour une lettre. Eh bien, merci pour toutes ces précisions. C'est vraiment fantastique. Alors, pour information, puisque Seconds of Eternity, alors ça n'a pas été prévu évidemment en avance, donc c'est toujours, c'est un peu ce que tu disais d'ailleurs tout à l'heure par rapport à comme quoi le Seconds of Eternity n'était pas une collaboration, mais plutôt une osmose, voilà. Et bien, et puis l'osmose, qu'est-ce que c'est une osmose, hein? On le voit par rapport à quand on veut une autre qualité, on utilise de l'osmose. Et bien c'est une membrane et ce qui est très... Non, là,
je suis pas d'accord. L'osmose n'est pas une membrane. L'osmose est avant tout un transfert d'eau. C'est un transfert d'eau, mais c'est un point de contact. Voilà. C'est là où je voulais en venir. C'est un mouvement d'eau avant tout. J'en parle comme un monsieur tout le monde, voilà. Donc, monsieur le scientifique est assez précis, donc c'est pour ça que c'est très intéressant d'ailleurs d'échanger avec toi, pour qu'on ait deux manières de parler et puis que tu te mettes que tu n'es pas dans un vocabulaire trop élitiste, comme tu pourrais l'être avec d'autres gens qui seraient comme toi à partager des connaissances. Mais des gens comme moi qui sont pas du tout dans la connaissance, même si je suis pas non plus la dernière des personnes, enfin pas le dernier des imbéciles non plus, mais au moins je connais pas autant de choses que toi par rapport à l'eau. Mais en tout cas, c'est un point de contact. Et là où je voulais en venir, c'est qu'on retrouve encore finalement, et Seconds of Eternity en est là, parce que Seconds of Eternity fait partie d'une trilogie. Qui rassemble donc le film Garonne, qui est en ligne sur internet, et un autre film qui s'intitule The Experience Being Water, et j'oserais dire que Seconds of Eternity est le point de contact entre Garonne et The Experience Being Water. Et on retrouve véritablement cette trilogie de mots et la connaissance qui est le point de contact entre l'ignorance et la sagesse. Voilà. Donc c'est pour ça que nous avons besoin de cette connaissance, pour la dépasser et puis pour arriver dans une... Alors, peut-être c'est ce que tu disais un peu tout à l'heure, ce serait une autre forme de connaissance qui ne serait pas basée sur ce que nous connaissons aujourd'hui. Pour rajouter à ce niveau-là autre chose, ce que tu viens de dire est important. Cette notion de dépasser, c'est-à-dire que si on reprend le X, donc l'ignorance est en bas, la connaissance c'est le point par lequel il faut passer, et la sagesse est l'ouverture vers le haut, donc pour prendre cette image. Et ce qui est important, c'est cette notion de mouvement, c'est-à-dire ce X n'est pas statique, il faut le traverser. On ne peut pas simplement le regarder comme ça de l'extérieur et dire voilà. Et pourquoi c'est aussi intéressant, c'est parce que dans ce podcast, j'espère que les gens ont compris qu'on est aussi à la fois très dans des choses qui ne sont pas forcément scientifiques, mais aussi des choses qui sont très scientifiques. Et si on prend la théorie de la relativité, par exemple, on a ce qu'on appelle le cône de lumière, qui a la forme d'un X. C'est-à-dire que toute notre connaissance se représente en théorie de la relativité comme un cône. C'est-à-dire que le présent, c'est le point de rencontre des deux triangles. Le passé, c'est ce qui est orienté vers le bas. Le futur, c'est ce qui est orienté vers le haut. Et toute la théorie de la relativité nous apprend que ce cône, évidemment, existe à tout moment et qui se déplace. Donc, c'est pour ça qu'on est vraiment à l'interface entre cette notion de X. On va la retrouver aussi bien en science que dans l'eau, que dans tout ce qu'on est en train de dire. Et il y a vraiment cette notion de passer à travers ce point. Et ce passage est obligé. C'est-à-dire, on peut rester dans le passé, on peut rester dans l'ignorance. Au contraire, on peut rester dans la sagesse, on peut rester dans ce qu'on appelle, on connaît tous des gens qui sont très non matériels, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont ouverts sur des choses qui sont vraiment très très éloignées des réalités terrestres, mais la globalité, c'est quand même de traverser cette chose-là. Alors moi, j'apporterai un petit bémol à ce que tu dis. Ces gens-là ne sont pas forcément dans la sagesse. Et on peut les présenter comme quelqu'un. Non, parce que la sagesse, c'est justement, c'est pour ça que je trouve ça très important. C'est pourquoi je précise par rapport à ce que tu es en train de dire. C'est que là, c'est sûr que de visu, on a l'impression que, et tu l'as même précisé, c'est-à-dire qu'ils sont complètement déconnectés de la vie terrestre. Donc, s'ils sont déconnectés de la vie terrestre, ils ne sont pas passés par le point. Ils ne sont pas passés par la connaissance. Et ils sont restés dans le passé, dans l'idée qu'ils se font de la sagesse. Mais ils ne sont pas dans la sagesse. On est tous obligés de passer par là. Voilà.
Donc c'est pour ça que c'est très important de j'appellerais d'ailleurs ça c'est l'ordre de l'humain. Enfin voilà, c'est vraiment dans cet ordre-là. Et puis on n'a pas le choix. Puis tant mieux, comme ça nous facilite la tâche, on va dire. On doit passer par ces dépassements. Voilà, et il y en a qui choisissent de ne pas le dépasser, et donc ils s'inventent une sagesse, et c'est sûr d'aller prier au Tibet ou je ne sais quelle destination exotique. Ça a beaucoup de facilité, ça a aussi beaucoup de difficultés, mais ça a aussi beaucoup de facilité, c'est qu'on ne vit pas dans le quotidien de Monsieur Tout le Monde, et nous sommes tous reliés les uns aux autres. D'ailleurs, c'est dans un des Seconds of Eternity, c'est ce qui est dit. On aura le temps d'y revenir. Et que c'est en vivant les uns avec les autres que, comme nous sommes tous reliés les uns aux autres, c'est tous ensemble qu'on ira, et c'est pas chacun de son côté en essayant d'être dans la place la plus protégée, ou en tout cas la moins pire. C'est tous ensemble. Voilà. En tout cas, c'est je rajouterais par rapport à ce qu'a dit Marc tout à l'heure, c'est qu'effectivement je trouve que l'utilité de ces podcasts, c'est qu'on est à la fois dans du très scientifique, voire du très technique, et aussi dans du très comestible, scientifiquement parlant, qui parle à tout le monde, etc. Et puis ça, c'est grâce aussi un peu à ton côté accessible, où tu arrives aussi à ne pas trop rester dans le haut perché en termes de connaissances. Et sinon, on n'aurait pas pu faire les podcasts, bien évidemment, si tu restais... parce qu'il faut voir les cours ou les formations que fait Marc pour se donner une idée de la quantité de connaissances que tu avales assez quotidiennement, et puis que tu produis tout simplement. Hein. Oui, c'est bien symbolisé par le X, je veux dire. Mais non, mais tu rigoles. Non, mais c'est parce que le X, on n'en fait que d'en parler. Non, mais le problème de la connaissance, c'est que si la connaissance, c'est ce point de rencontre des deux triangles, on ne peut pas rester là. C'est-à-dire que toute connaissance qu'on a doit être transmise. Elle vient d'une ignorance elle s'est concentrée pour faire ce qu'on appelle la connaissance. Mais si on en reste là, c'est une énergie infinie. À ce moment-là, on n'est plus sur le X, on est sur le A, où les deux triangles se rencontrent. Donc il faut que cette énergie s'évacue. Donc il faut la transmettre. Si on ne transmet pas la connaissance, c'est quelque chose de très grave. Enfin, on peut le faire jusqu'à un certain point, mais on va accumuler tellement de tension, tellement d'énergie, que c'est pas correct, quoi. Il faut, à un moment donné, il faut que cette connaissance rejaillisse de l'autre côté. Et donc, il y a une chose qui me venait, en fait, c'est quand on reprend aussi cette idée de X, ou de ces deux cônes inversés, ou de ces deux vortex inversés. Après, peu importe les mots qu'on va utiliser. En fait, c'est pour passer d'une réalité 0, en passant par 1, et en revenant au 0, qui est l'infini. Voilà. Ignorance, connaissance, sagesse. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à tout ce qui a été dit ? Non, on a assez parlé du X. Eh bien, on va commencer donc par Seconds of Eternity, dont je suis on va dire ce qu'on appellerait dans le langage courant le réalisateur. Le maître d'œuvre. Voilà. En tout cas, j'ai plutôt servi de transmetteur. Moi, les choses me venaient. Alors, je vais expliquer un peu comment sont venus les Seconds of Eternity. Hein. C'est vraiment très très simple. J'ai passé 2 mois à Strasbourg chez Marc. Voilà, un hébergement fortuit au vu de la situation matérielle dans laquelle je vis, parce qu'évidemment, j'y mets toute ma vie dans la fabrication de ces films. Donc avec voilà, et puis Marc m'a proposé de m'héberger, et puis grâce à cet hébergement de 2 mois, et bien et à force donc de parler ensemble quotidiennement, surtout de vivre.
de vivre. Et puis bon, je veux dire, vous pouvez vous imaginer qu'on a parlé donc d'eau et encore d'eau. Et puis, accessoirement, de vie, puis de vie, exactement comme tu le disais. Donc, en premier lieu, est né les podcasts Océan Sea Live. Et puis, on va dire, au moment où je commençais les Océan Sea Live, m'est venue cette inspiration puisque j'avais beaucoup d'images sur l'eau, j'avais envie d'inonder, puisque c'était quand même ça l'idée de départ, d'inonder Internet d'images d'eau. Voilà, pour la bonne et simple raison, c'est que l'eau nous permet de vivre et que je connais très peu de substances que nous pouvons toucher qui nous permettent de vivre. Voilà, et puis étant un homme de l'image, puisque et du son. Et du sang, mais plutôt de l'image. Ouais, mais t'as quand même. Les gens qui regarderont Second of Eternity verront que tu as un talent pour marier justement le son et l'image. Même si toi tu fabriques les images, le son tu ne le fabriques pas. Tu le prends ailleurs, mais tu as quand même un talent pour associer les deux. Alors ça, je te dirais que ça c'est dû au fait que je danse. Donc pour moi, les Seconds of Eternity n'étaient que des danses supplémentaires, puisque je danse la salsa et que pour moi ça représente, finalement c'était un peu la même chose. Faire des Seconds of Eternity ou danser la salsa avec une femme, c'était quasiment la même chose. Ouais, ok. Alors donc l'idée de départ c'était il faut impérativement de façon accessible. De toute façon, c'est le maître mot, que ce soit dans les podcasts que je fais avec Marc. Et puis Marc a été sensible aussi à ça, puisque parfois, au travers des podcasts, quand il sentait qu'il était un peu trop technique, donc un peu trop élitiste entre guillemets, parce que c'était pas, il savait avec qui il parlait. Il y avait toujours ce souci finalement de rendre une copie, si j'ose dire, accessible au plus grand public, car l'eau, et c'est pour ça aussi que les films Seconds of Eternity et les autres films que je mets en ligne, et que ça soit Océan Sea Live, même si ça peut étonner certains, me semble-t-il, c'est très important qu'il soit gratuit, parce qu'on parle d'une chose fondamentale, donc on s'adapte par rapport à ça. Je fais pas d'argent pour le moment avec ça, mais ça me paraît très très important, voilà, puisque je suis un des seuls à parler de l'eau comme j'en parle. Donc après on verra s'il y a d'autres personnes qui se joignent à moi. On a toujours besoin de plus de personnes, bien évidemment, pour parler de cet élément qui est si important. Et Seconds of Eternity, donc, comme je le disais tout à l'heure, est né un peu de cette, en utilisant le mot de Marc, de cette osmose, de cette complicité aussi, et puis aussi de cette passion que nous avons tous les deux, que ce soit pour l'eau, pour la vie, où on le retrouve dans un aspect assez jeune, d'aborder les choses, donc quand je dis jeune, c'est un côté très ouvert, et puis une envie folle, je crois, que ce soit de la part de Marc, mais après tu peux me apporter une précision, mais c'est aussi de transmettre. Tu le disais tout à l'heure, c'est de vouloir transmettre. Il y a des choses qui sont, on va en reparler par rapport à certains Seconds of Eternity, mais par exemple, de dire que l'eau est indestructible, c'est toujours un exemple que je prends. Voilà, je trouve ça fantastique de savoir qu'on est composé d'eau et que l'eau est indestructible. Bon, on va pas, je dis pas que nous sommes indestructibles, mais en tout cas, nous avons comme substance, une substance qui est indestructible. Donc après, Marc nous apportera durant le podcast, quand on viendra à ce Seconds of Eternity, qui est le numéro 33 d'ailleurs, bizarrement, pour la symbolique du 33, eh bien c'est l'eau est indestructible, et ça je le tiens de Marc, et ce qui a été très important pour moi, c'est que chaque information, alors je ne vais pas dire peut-être
parce qu'il y a des informations comme l'eau, c'est le silence. Bon, il n'y a pas besoin d'une validité scientifique. Mais par exemple, l'eau est indestructible. C'était pour moi très très important. Je pense qu'il y a un côté scientifique de façon forcément en moi, où il était important que, à travers les Seconds of Eternity, ça soit pas de l'imagination de ma part, même si j'ai une imagination bien évidemment débordante, si j'ose dire, sans jeu de mots. Mais pour moi, c'était important et c'est bien pour ça que je voulais faire un podcast. Ça n'avait que du sens de faire un podcast avec Marc par rapport au Seconds of Eternity pour vraiment apporter une validité scientifique sur certaines informations qui sont distillées au travers des Seconds of Eternity. Pour moi, j'avais vraiment très envie que le grand public, que la masse de personnes puisse accéder à des informations de façon simple, rigolote parfois, mais en tout cas cool. Voilà pourquoi la plupart des Seconds of Eternity sont d'une durée minimum de moins d'1 minute. Aussi, pourquoi le titre Seconds of Eternity? Ça s'explique par un paradoxe que nous devons résoudre, qui est un être humain. Car dans être humain, si on le met en anglais, ça fait human being. Et human, le corps humain est inscrit dans la temporalité, mais l'être est intemporel. Donc c'est là où on retrouve, rien qu'au niveau du titre, on retrouve toute la complexité de la vie d'un être humain. Et c'est pourquoi, en tout cas, l'inspiration qui m'est venue du titre de Seconds of Eternity. Mais je crois que Marc, toi, tu as une autre explication. Non. Si, la dernière fois, tu m'en avais parlé, tu t'en souviens pas, mais je vais te le rappeler, parce que je te le demande parce que c'est toujours très intéressant que tu nous donnes, toi, un autre angle de vue, et puis parce que je détiens pas la vérité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, l'inspiration m'est venue quand j'ai mis Seconds of Eternity. Bon, il y a le mot seconde, il y a le mot éternité, donc que j'ai marié ensemble et qui fait que ça symbolise pour moi l'être humain et donc la vie en général. Et toi, tu m'avais à l'époque quand j'ai fait les premiers en tout cas, tu y avais vu un côté métrique et un côté topologique. Tu t'en souviens pas? Non, je ne me souviens pas, mais enfin, bon, ce qui m'avait frappé, c'est que, oui, évidemment, la seconde, c'est des horloges qui mesurent ça, donc il y a un côté métrique indéniable, et associer justement le temps qui passe à l'éternité qui est le temps qui ne passe pas. Bon, moi j'y voyais plutôt une contradiction logique, quelque chose qui est à la fois du temps et qui n'en est pas. Et c'est là où je te rejoins, c'est l'éternel problème de l'être humain, c'est que ce qui fait du sens dans la vie, c'est justement d'admettre qu'il y a des choses qui sont à la fois ce qu'elles sont et ce qu'elles ne sont pas. Donc pour ça que pour moi le titre Seconds of Eternity était très bien, parce que ça reflétait dans un aspect temporel, et plus que dire le temps, peut-être dans un aspect de mouvement. Comment on peut être à la fois du mouvement et pas du mouvement? C'est ça qui m'avait... Parce qu'en fait, c'est tout ça notre gros, on va pas dire problème, mais notre équation à résoudre, c'est qu'on est tout le temps sur le fil du rasoir entre le mouvement et le non-mouvement. Et je sais pas si c'est de la sagesse, mais l'idée, c'est d'admettre qu'il faut être les deux à la fois. Ce qui n'est pas forcément facile, parce qu'on a toujours tendance à faire cette opposition entre mouvement et non-mouvement, alors qu'il faut vraiment, la réalité, c'est les deux. Et ça, bon, moi j'y suis venu par la mécanique quantique, qui a cette fameuse dualité onde-corpuscule. En mécanique quantique, on apprend qu'il faut être deux choses contradictoires, et que c'est la réalité même des choses. Donc à partir du moment où on admet, et moi en tant que scientifique, j'ai des tas de raisons d'admettre la validité de la mécanique quantique, puisqu'on la vérifie tous les jours dans les laboratoires. Je suis le premier à m'en servir pour faire des applications bien concrètes. Quand on prend conscience que c'est basé à la base même sur quelque chose qui est à la fois, il faut apprendre à être soi et pas soi, ben voilà quoi, Seconds of Eternity. Je suis à la fois du temps et du non-temps, puisque l'éternité, c'est la négation du temps. Alors que la seconde, c'est le symbole même du temps. Donc
titre est très bien choisi. Il illustre bien l'équation fondamentale extrêmement difficile qu'il faut résoudre. Enfin non, ça c'est le scientifique qui parle. Il ne faut pas la résoudre, il faut la vivre. Et alors, pour la petite histoire, pour la petite anecdote, il faut savoir que quand le titre du film m'est venu, Seconds of Eternity, j'étais un peu embêté parce que, donc, premièrement, je voulais le mettre. Enfin, j'étais pas embêté, mais ce que je veux dire, c'est que le film, au départ, si je l'ai mis en anglais, c'est depuis The Experience Being Water, puisque pour communiquer, l'anglais reste la meilleure façon pour que ça soit pas cantonné à juste un public français. Et j'ai Seconds of Eternity. Là où j'étais embêté, c'est qu'il n'y avait pas le mot water, donc le mot eau, qui apparaissait. Parce qu'au début, je voulais faire que des films sur l'eau. Et puis, comme d'habitude, l'intuition devenait insistante. Il faut que tu appelles ça Seconds of Eternity. D'accord. Je trouvais pas ça très vendeur, même si j'allais pas le vendre, puisque c'était ça pour moi c'était clair que j'allais le mettre directement sur Internet, gratuitement disponible. Mais je ne trouvais pas de logique. Et alors, petit à petit, ce qui est intervenu, et c'est là qui me fait passionner par le travail artistique. Hein. Mais je ferai du travail scientifique, ça serait la même chose, puisque dans le dernier podcast, le podcast numéro 5, Marc nous disait que chaque découverte a été découverte par hasard. Donc j'aurais été scientifique, j'aurais dit pour la science la même chose que là. Ce que je vais dire, c'est que nous suivons une intuition, nous ne savons pas pourquoi, et puis nous découvrons après. Et moi je trouve ça passionnant à chaque fois de découvrir après avoir écouté l'intuition. Et là, évidemment, de cette manière-là, je suis connecté de plus en plus à la vie parce que je suis pas mon mental, voilà. Et puis alors, il y a une autre chose qui est intéressante, c'est que Seconds of Eternity, c'est 2. On retrouve ce chiffre 2, et donc Eternity, on peut dire 0. Donc on retrouve le principe féminin. Alors là, j'aurais besoin de toi, Marc, pour nous faire une petite piqûre de rappel entre le 2 et le 0. Et il faut savoir que Seconds of Eternity, à part quelques-uns, mais qui, quand je vais les mettre à jour, ont les deux langues, c'est-à-dire la langue française et la langue anglaise, sachant, toujours en faisant référence au podcast numéro 1 de Océan Sea Live, la différence que l'eau veut dire Ève, c'est-à-dire Ève, qui est rattachée donc symboliquement à la première femme la mère des êtres humains, on peut dire ça comme ça. Le français en tout cas a utilisé cette racine-là, à l'inverse de l'anglais qui lui a utilisé plutôt le fonctionnement. Donc on retrouve encore Ève, l'éternité d'une certaine manière, et puis le fonctionnement, le côté temporel. Enfin, je veux dire, moi, tout ça, je l'ai pas du tout calculé quand j'ai pondu le titre. Le titre m'est apparu de façon très simple et naturelle. Et donc on a vraiment l'anglais et le français. Alors l'anglais parce que comme ça permet l'eau est universelle, donc le film comme ça les films ont comme ça peuvent circuler un peu partout dans le monde sans s'arrêter uniquement à la barrière de la langue. Et est-ce que tu peux nous rappeler, s'il te plaît, le 2 et le 0 ? Le 2 et le 0 sont des nombres pairs, donc féminins, suivant les Grecs. Puisque, comme on l'avait vu dans un podcast, on doit toujours décomposer un nombre en fonction par rapport au 0 ou à l'unité. Et que donc quand on écrit par exemple le chiffre 1, il n'y a pas trop de possibilités. On ne peut pas diviser 1. Alors que dès qu'on est à partir de 2, si on prend la numérotation romaine, c'est peut-être le plus simple, on va mettre 2 barres. Mais s'il y a 2 barres, il y a forcément un vide au milieu. Donc, alors que si on écrit le chiffre 3, il va y avoir 3 barres, mais entre les 2 barres, il n'y a plus le vide, il y a le 1.
Et si on répète ça à l'infini, c'est-à-dire que si on transforme le chiffre en nombre de barres, on va toujours retrouver que quand on a un nombre pair de barres, on peut diviser de façon égale par du vide. On a autant de barres à droite que de barres à gauche. Alors que quand on a un nombre impair, on va toujours trouver le zizi au milieu. Entre de part et d'autre de l'égalité, il y aura toujours un reste qui est 1. Et donc c'est pour ça que les Grecs associaient les nombres pairs, donc 0, 2, 4, 6, 8 à la femme, l'aspect féminin des choses, et les nombres impairs à l'aspect masculin. Donc le 0, évidemment, c'est très ambigu, parce que c'est à la fois le créateur, mais c'est le créateur qui n'est pas exprimé. C'est-à-dire que c'est une réalité créatrice qui contient à la fois tout et rien. Alors que le 2, c'est en fait un reflet du 0. Il reflète le 0, mais maintenant dans une dualité. C'est-à-dire que maintenant on peut commencer à envisager non seulement une réalité, puisqu'il y a deux choses qui vont s'opposer, mais surtout un mouvement. Parce qu'il faut bien voir que cette dualité est en fait un passage continu entre les deux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on a le chiffre 2, on a la dualité, mais ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est être les deux à la fois. Donc c'est toute la difficulté. Donc on retrouve Second of Eternity. Donc dans le chiffre 2, on sait aussi, c'est ce que disaient les Grecs, que tous les chiffres pairs sont instables. Ils sont instables parce qu'ils sont dans le mouvement. Alors que les chiffres impairs acquièrent une certaine forme de stabilité parce qu'ils ont ce 1 qui est toujours entre les deux. Ils n'ont pas cette instabilité du 0, ils ont une certaine stabilité de l'unité. Donc voilà, pourquoi 0 et 2, quand même, dans la même logique, le 2 est en fait un enfant du 0. Et puis alors c'est Second of Eternity, en plus. Seconde d'éternité. Voilà. Donc moi, ce que je pourrais peut-être rajouter par rapport à ce que tu dis, c'est que moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on a affaire en fait à une trilogie, donc qui est Second of Eternity, Being Water et Garonne, et que ça a été fait à l'envers. C'est-à-dire que Garonne, qui est quand même quelque chose qui est très particulier, arrive en dernier, alors que si je voulais recommander aux gens de suivre ces choses-là, ce serait plutôt on commence par Garonne pour passer à Second of Eternity pour arriver à Being Water. Mais ça, il faut qu'il y ait même que les gens sachent, ça s'est fait à l'envers. Et c'est venu du fait, oui,